Excusez-moi. Je recommence parce qu'il s'est mis en route toute seule, le bidule, comme j'ai posé mon téléphone. J'ai touché à rien. Il s'est mis en route. Enfin, c'est pas grave. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, ainsi que... Oui, enfin, je sais plus. Et il est tard, hein, je viens de travailler au garage pour rien. Je me suis fait chier pour pouvoir réparer ma porte pendant plus d'une heure, si c'est pas plus. J'ai pas trouvé les bons vis, donc voilà, j'ai trouvé des vis, mais il faut un tournevis spécial. Oh, fait chier, quoi. On m'a cambriolé beaucoup de choses, alors du coup, ben, il me reste plus grand chose pour arriver à travailler. Ouais. Génial, ouais. Vous l'emporterez pas au paradis de ce que vous avez voulu, je vous le dis. Enfin bref, on m'aurait pas enterré avec, mais bon, il y a des trucs que j'aurais pu vendre pour... Puis voilà, l'argent m'aurait servi pour donner, pour aider des gens. Enfin bref. C'est ainsi, hein. Il y en a qui aiment bien profiter sans se casser le cul. Hein. Bah oui, j'ai retrouvé le verrou de mon garage qui était à moitié tourné. Je dis, le verrou, il peut pas s'ouvrir tout seul comme ça. Hein. Un tout petit peu, quand je veux bien. Puis encore, la porte, elle est branlante. Enfin, elle est un peu de traviole, le verrou. Donc, ça coince un peu. Donc, il pouvait pas s'ouvrir tout seul, même en branlant avec le vent. Enfin, bref. Donc j'ai fait un système spécial pour qu'on puisse pas ouvrir le verrou, on sait jamais, parce que j'ai toujours dit qu'il y en avait un qui avait la clé, qui avait fait une copie de la clé et puis qui s'était servi. Il a sûrement essayé de se resservir encore. C'est pas mon cousin, lui comme il a eu besoin du truc électrique là, pour recharger et puis tout ça, il m'a demandé, j'ai dit oui, t'es qu'à le prendre, j'ai donné, bon voilà. Il a beau être un con, et jamais il me volerait, jamais. C'est au moins une bonne chose. Par contre, l'autre cousin, et lui, il vendrait sa merde pour gagner des sous. Ou vendre ses parents carrément, hein, tellement qu'il est radin. Enfin, bref. Excusez-moi, c'est un petit peu scatologique, mon truc. Ah, excusez-moi. Ouais. Mon cher voisin est encore avec sa télé à fond, là. Oh, bah, il l'a depuis tout à l'heure. Et je vous dirai pas ce que j'ai entendu, hein, comme j'étais au garage. Enfin, bref. Aïe, aïe, aïe. Ah punaise, comme on n'a pas d'outils comme il faut pour travailler, eh ben il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Bon, bah j'y vais, moi j'ai usé combien? Ouais, c'est pas grave. J'ai le droit à combien? 29,32. Merci mon Dieu. Alors, je vais finir la phrase d'au-dessus là. Il devient couramment admis à nos jours que le projet de la grande pyramide de Gizeh fut un projet spirituel et national. Bon, voilà, maintenant je vais sur la suite. Les pyramides seraient-elles des pompes hydrauliques? On le sait, la forme pyramidale obéit à une symbolique solaire. Sur le plateau de Gizeh, du côté sud de la pyramide centrale, un bassin en granit est élevé dans le sable, Abu Gorab. Où se trouve le temple solaire abrite de nombreux bassins et à Abouzir, près de Saqqara, des rigoles de calcaire sillonnent le mont. En outre, la conception initiale de la grande pyramide comprenait un mur d'enceinte qui pourrait avoir fonctionné comme un mur de soutènement d'un réservoir d'eau fraîche qui aurait coulé à travers un canal depuis le lac, aujourd'hui disparu de Mohéris. Ben non, l'entourage, c'était l'entourage qui protégeait le truc du temple. Si tu parles de la grande pyramide. Il y avait un entourage comme ça. Hein? Attends une minute. J'ai pas un truc pour... Hein? Non, j'écris partout, alors forcément, j'ai plus de place. Hein? J'écris partout, bah oui, bah c'est comme ça. J'aurais pu écrire des tas de livres, mais j'écris partout sur des cahiers, partout. Partout, partout. Partout, 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 partout. Ouais. Eh oui. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais il aura fini l'autre idiot. Bah ça va, il est sage là, pendant qu'il regarde ses conneries. Il fait pas chier, puis sa télé il l'a baissé, peut-être qu'il veut
Peut-être qu'il veut faire un petit dodo entre deux de ces conneries. Oh, ben, il est obligé de se reposer entre deux, il faut bien qu'il se recharge. Hein. Bon, j'ai appelé mon amie. Elle a eu mon message. J'espère qu'elle m'a pas appelé pendant que j'étais en bas, parce que j'ai dit, bon, bah, je pensais pas que ça allait me demander autant de temps que ça, préparer les trous, pour mettre... Moi, je fais tout à la main, parce que j'ai pas me servir de la grosse perceuse, elle est trop grosse, déjà. Gilles, il aurait mieux fait de m'apprendre tout ça, parce que moi, j'aime bien la mécanique, il avait qu'à m'apprendre, hein. Ça m'aurait pas dérangé. Bon, il y a la pyramide qui était là, et là, normalement, il y a le truc du machin, avec le truc du bidule, là. Il y a le machin comme ça, hop, 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 hop. Là, c'est les sphinx qu'on voit de là. Ouais, bah, je fais un rond pour la tête, c'est pas grave. Je minimalise, hein, parce que, bon, hein, il y a la queue du sphinx, là, enfin, du lion. Normalement, c'était un lion, hein. Ouais. Je simplifie vraiment. Là, c'est la tête, là. Normalement, c'est la tête. Tac, tac, tac. Ouais, c'est mal fait, mais c'est pas grave. Il y avait une enceinte, mais il y a l'enceinte, moi, mais j'ai fait l'enceinte trop petite parce que je peux pas mettre la pyramide. Bon, imagine que c'est plus grand, puis la pyramide, elle est derrière, là. Ok? La pyramide, elle est derrière. Je vais faire ça comme ça. Vas-y, on va faire ça comme ça fait la pyramide, là, derrière. Ouais, je sais, c'est mal dessiné. C'est mal dessiné. Puis l'enceinte, il faut... Elle va plus loin, l'enceinte. Hein, fait le tour. Normalement, elle faisait le tour. Ouais, je sais, c'est vraiment minimaliste. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas le temps de faire des dessins, hein. Il y a l'entourage du temple et puis il y a le machin, c'est tout, vas-y. Alors, la pyramide serait-elle des pompes hydrauliques? On le sait, la forme pyramidale obéit à un symbole solaire. Sur le plateau de Gizeh du côté sud de la pyramide centrale, un bassin en granit est élevé dans le sable. Abu Ghorab, où se trouve le temple solaire, abrite de nombreux bassins et à Boussir, près de Saqqara, des rigoles calcaires sillonnent le mont. En outre, la conception initiale de la grande pyramide comprenait un mur d'enceinte qui pourrait avoir fonctionné comme un mur de soutènement d'un réservoir d'eau fraîche qui aurait coulé à travers un canal depuis le lac, aujourd'hui disparu, de Mohéris. De nombreux égyptologues ont également prouvé l'existence de tunnels courant sous la chambre souterraine, dans laquelle l'érosion confirme qu'elle était totalement inondée d'eau, semble donc avoir joué un rôle important dans la construction des pyramides. Évidemment qu'il y a de l'eau sous la pyramide. Il y a une grande salle. Elle est remplie d'eau. Ils ont filmé, je crois. Mais il y a d'autres choses. Ouais, il y a autre chose. Cette idée nouvelle sera développée par, je dirais pas son nom, dans son ouvrage, je dirais pas son nom. La pompe des pharaons, hein, en 1967, dans lequel il revient sur les principes de construction de certaines pyramides. Selon lui, la grande pyramide aurait eu une utilité hydraulique, au sens où elle aurait servi dans le déplacement des gigantesques blocs de pierre. Ah oui? Parce que vous allez me faire croire que le granit, si elle est en granit, le granit ça flotte pas sur l'eau. Ou alors tu prends le bateau. Au fur et à mesure que l'eau baisse, le bateau il baisse avec l'eau et puis tu descends. Oh là là. C'est ça que vous êtes allé chercher? Eh ben merde. La grande pyramide aurait donc accueilli 2 pompes, une souterraine et une extérieure. Ainsi, la pompe souterraine était constituée d'une salle la plus profonde et des passages étroits qui y étaient associés, et la pompe extérieure fonctionnait grâce aux 2 chambres moyennes et supérieures et leur passage. Cette grue hydraulique, sorte de pompe à eau géante, couvrait par la compression de l'eau et le maintien d'un débit précis. Ainsi, les différentes salles sépulcrales fonctionnaient comme des chambres de compression. La théorie de, je dirais pas son nom, peut sembler extravagante au premier abord, mais aucune contre-théorie n'a été développée à ce jour. Dans son livre, il
Il rassemble d'ailleurs différents arguments et prouve archéologiquement évident qui... Aïe aïe aïe. Preuve archéologique évidente qui appuie sa théorie. Oh bah oui, bah évidemment. Pour que la pompe supérieure fonctionne, l'eau devait entrer dans la grande galerie à partir de la pompe inférieure et de là s'écouler dans les chambres supérieures et moyennes. Une fois dans la chambre supérieure, le débit d'eau créait 2 torrents qui s'écoulaient alors en dehors de la pyramide par les 2 sorties côté sud et côté nord. Malheureusement, pour que la théorie soit complètement valide, il faudrait trouver une salle vide, des systèmes de vannes, une machinerie commandant la pompe alimentée et en énergie par une combustion de bois ou de nafte. Kenkel place cette tombe au-dessus de la chambre haute, or il n'a pu trouver de traces ou d'indices solides pour justifier complètement sa démonstration, ce qui n'enlève rien au sens de sa théorie. Bon. Ah, ben ils veulent tous avoir raison, hein. John, nananana, un ingénieur américain travaillant sur la Grande Pyramide, a décidé de développer la théorie en la transformant quelque peu grâce à ses connaissances en ingénierie. Selon lui, Kendall a commis l'erreur. Ah. Ouvrage introuvable en traduction française, cependant de larges extraits en sont disponibles sur des sites anglophones. Bah, il n'y a plus qu'à se mettre à l'anglais. De voir la pyramide comme une seule et unique grande pompe, or, pour qu'elle, je dirais, seule la chambre souterraine et les passages associés ont pu fonctionner comme des pompes. Après avoir réuni un grand nombre de photographies de la chambre souterraine, a pu concevoir un plan de maquette réalisant une hypothèse après plusieurs tentatives infructueuses. Les conclusions de l'ingénieur sont catégoriques. Les calculs des ingénieurs égyptiens étaient extrêmement précis. Selon lui, l'ingénieur qui a conçu la chambre souterraine connaissait parfaitement les mécaniques de la force hydraulique et avait calculé précisément les débits d'eau. Toutefois, l'onde de compression, c'est-à-dire la propagation des forces de poussée dans la structure résultant de l'action de la pompe, devait être de grande amplitude au point que l'ingénieur s'interroge sur l'intention réelle des Égyptiens. Cette onde de compression a-t-elle été créée intentionnellement? Dans quel but? Les bâtisseurs de pyramides avaient acquis la connaissance de lois physiques très poussées et maîtrisaient visiblement l'énergie hydraulique, leur permettant ainsi d'édifier des pompes d'une envergure incomparable. De telles connaissances ne réclament-elles pas une technologie avancée pour leur application concrète? Les Égyptiens auraient-ils acquis ce savoir de notre civilisation? Un tel ouvrage nécessite également le déploiement des machines de calcul, de force et une technologie développée. Mais où sont les traces de telles machines, dont on n'a retrouvé à ce jour aucune représentation? Quelles marques ont-elles laissées sur la pierre ou la structure de la pyramide? Ont-elles été détruites? Sont-elles encore enfouies dans l'immensité du désert égyptien? Des machines que l'on suppose puissantes et immenses, se seraient-elles volatilisées? Pourrait-elle être l'œuvre de notre civilisation nettement plus développée? Les maquettes, les photographies et les plans sont présents. Ouais, il faut aller là-dessus. Ouais. Il donne une trace. Il donne une trace. Et je veux dire plusieurs mots en même temps, excuse-moi. Il donne une adresse pour aller voir sur Internet. Oh, franchement. Abu Rouache, à 16 km de l'ouest du Caire. Le site d'Abu Rouache, à 8 km au nord de celui de Gizeh, abrite la pyramide du fils de Khéops, Djedef-Ré, celui qui voulut obtenir un monument plus haut et plus imposant et spectaculaire. Le plan intérieur comprend par ailleurs une très vaste fosse centrale conçue sur le même plan. Il y a la pyramide de Zawiya el-Ariyan, à quelques pas de celle-ci, dont la construction fut arrêtée avant l'édification du massif. Elle comporte un sarcophage ovale, un épais radier de granit dans lequel un mystérieux caveau de forme elliptique se trouve entaillé
Une cuve ovale recouverte d'un bloc de granit rose poli scellant la cuve, le tout surmonté de blocs de calcaire. Ce bloc de granit est miraculeusement intact et parfaitement lisse. Les stries horizontales et régulières sont clairement visibles à sa surface. Certains spécialistes y voient la marque irréfutable de l'utilisation d'une machine technologique, sorte de scie mécanique puissante. D'autres traces sont visibles sur d'autres pyramides, comme celle de Gizeh. Les stries à la surface des blocs devaient initialement être dissimulées vers l'intérieur par la disposition soigneuse des blocs. Cet indice constitue-t-il la preuve de l'existence d'une civilisation inconnue? Une civilisation supérieure à moins toutes les autres. Les interrogations s'accumulent et les recherches ne parviennent pas à résoudre cette question faute de preuves solides. Cependant, les ingénieurs ayant conçu et dirigé l'édification de grandes pyramides étaient parvenus à un incroyable niveau de connaissance dans les domaines mathématiques, astronomiques, géographiques et de l'ingénierie. Ils savaient que la Terre était ronde, calculaient la latitude et les longitudes, calculaient les équinoxes précisément. D'où pouvaient-ils tenir ce savoir? De Enoch. Du grand prophète Enoch, qui a été écarté de la Bible et de la Torah. Il a tout expliqué dedans. Ça vient que d'Enoch. C'est l'ange Gabriel, je crois que c'est l'ange Gabriel qui est venu le chercher pour lui donner les mots pour qu'il écrive le livre que Jésus a voulu qu'il écrit. Et je dis Jésus, bah oui, parce que Jésus, il a toujours été Jésus, hein. Même s'il y a 3 milliards d'années, vas-y, hein. Bon, je vais un petit peu loin, là, dans 3 milliards d'années, évidemment, mais pour dire, au commencement du monde, Jésus était en haut, le Père. Bon, d'où pouvait-il tenir ce savoir qu'il leur avait transmis? Était une colonie de l'Atlantique, de l'Atlantide, comme le raconte Platon. Pourquoi aucun témoignage direct, aucune description précise dans les écrits anciens ne sont parvenus jusqu'au XXIe siècle? Vous avez qu'à lire Enoch, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le récit de Platon place... Je l'ai lu, Platon. Oui, il me semble que je l'ai lu. Il y a Platon, puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a Homère. Ouais, j'ai dû lire un peu de Platon, mais Homère, il me semble que j'en ai un morceau, parce que c'était pas très cher chez le marchand de journaux, là, normalement. Puis tiens, j'ai dit je vais le prendre, mais normalement ça servait avec une revue avec plusieurs bouquins, j'en ai qu'un, mais bon. Chaque semaine, t'allais chercher ton petit bouquin qui faisait que t'avais ta bibliothèque complète au bout d'un certain temps, voilà. Bon, le récit de Platon, alors là, nanani nanana, connu à son époque. D'autres pistes. Dans de nombreuses anciennes cultures, le mythe d'un cataclysme ayant effacé de la surface de la Terre toute humanité nourrit l'imagination des hommes tels que le déluge raconté par les Sumériens, par l'histoire de Gilgamesh, par les Mayas, par les Indiens et évidemment le déluge biblique raconté dans la Genèse. Plus qu'une tentative d'explication des mystères de l'apparition de vie sur Terre, ces mythes pourraient aussi indiquer la mémoire d'une civilisation lointaine détruite dans un violent cataclysme comme la Terre a pu en connaître, il y a des dizaines de milliers d'années. Les civilisations portant le mythe déluvien destructeur sont réputées aujourd'hui pour leur incroyable capacité de compréhension du monde. Calcul, astronomie, architecture, capacité de compréhension du monde. Merde, je suis retourné en haut. Il devient donc nécessaire de considérer ces récits plus sérieusement, leur attribuer un sens métaphorique. La tour de Babel, à l'initiative de Nemrod, descendant de Noé, cherchant à atteindre le ciel de Dieu, offre une perspective intéressante sur le passé lointain d'un peuple audacieux par l'évocation d'un ce mythe d'une langue originelle unique. Mais c'est pas nom d'une pipe en bois. Dieu, je voulais dire un truc puis il est reparti là, vas-y. Je recommence un petit peu en haut. Attribuer un sens métaphorique la tour de Babel. À l'initiative de Nemrod, descendant de Noé, cherchant à atteindre le ciel de Dieu, offre une perspective intéressante sur le passé lointain d'un peuple audacieux par l'évocation de ce mythe d'une langue originelle, unique. Dieu sabotera. Ah bon? C'est bateau. C'est Baoth, normalement.
Puis là, ils disent c'est Botera. Oui. Cette ambition en instillant la division des langues parmi les hommes. Si l'on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas réaliser un travail commun. La théorie d'une langue unique, la langue adamique, à l'origine de l'humanité, ne fait aucun doute parmi les linguistes et les recherches pour l'identifier sont tenues pratiquement confidentielles. Que nous apprend ce mythe? Confidentiel? Et franchement, moi j'ai parlé des langues que je connais même pas qui viennent de là-haut, alors c'est bon quoi? Franchement, et vas-y toi. Le mythe de la tour de Babel est relaté, mais c'est pas un mythe, ça s'est vraiment fait. J'ai connu, j'y étais, bordel de merde, à l'époque de Nemrod. Oh. C'est un mythe. Avez-vous tout est un mythe? Ouais, c'est ça. La mythe errante. Ah. Lol. Allons, bâtissons-nous une ville, excusez-moi. Il y en a qui vont croire que je me suis mis un joint dans le nez, mais non. Je fume pas, je bois pas, je suis végétarienne. Donc... Et une tour dont le sommet touche le ciel, afin que nous puissions perpétuer notre nom par nous-mêmes et ne pas être dispersés sur la face de toute la terre. Bah là, c'est plutôt moi qui ai dispersé dans ma lecture. Ces hommes utilisèrent donc des briques à la place des pierres et du goudron en guise de mortier. Dieu vit donc l'audace insolente de ces hommes et divisa la langue en plusieurs autres afin de saper leur entreprise. Bah oui, non mais, il voulait monter jusqu'au ciel, ben voyons. Le texte est limpide au verset 6. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. La tour pourrait-elle être la métaphore de l'incroyable état de connaissance de ces hommes unis et déterminés, capables de bâtir une civilisation avancée technologiquement? Pourquoi et comment ont-ils réellement été dispersés? Que s'est-il passé? L'humanité a peuplé toute la Terre et après un cataclysme de grande ampleur, quelques groupes dispersés auraient survécu et développé des langues différentes dans de nombreuses régions. Que dit l'histoire? La synthèse paléontologique affirme que l'homme moderne serait apparu en Afrique il y a presque 200 000 ans. Et les sépultures les plus anciennes retrouvées au Moyen-Orient ont 90 000 ans environ. Pour échelle, l'écriture a été inventée il y a 6 000 ans seulement, ce qui laisse une période de presque 100 000 ans sur laquelle nous ignorions presque tout. Les premières civilisations apparaissent à peu près toutes à la même époque, assez soudainement. Sumériens, Mayas, Égyptiens, la civilisation de l'Indus, les Jomons au Japon. Ces grands peuples ont fait preuve d'une étonnante évolution et d'une organisation développée. Le papyrus de Turin, la pierre de Palerme ou encore le mythe de l'œil de Ra posent d'autres interrogations. Le papyrus de Turin, daté du règne de Ramsès II. Oh, je connais bien Ramsès. Ouais. Je le connais bien parce que j'ai étudié l'égyptologie et puis c'était mon pharaon préféré, avant que je sache. Je sais que c'est lui qui est mort, comme la mer a redescendu, hein? Il a ouvert la mer, hop, il est retombé, il est mort noyé là-dedans, le pharaon. C'est lui qui est mort. Ça, c'est encore l'esprit qui me l'a dit. Et je l'ai compris en lisant parce que vu que j'ai étudié tout ça, en lisant, j'ai dit, oh, mais ça, c'est Ramsès II. Ramsès II est un étrange liste. Et une étrange liste. Il présente en effet la liste de tous les pharaons de la première et la 17e dynastie en débutant par les dieux, les demi-dieux et les rois mythiques. Le document indique que les Égyptiens dataient à plus de 36 000 ans leur origine. Oh bah la mienne est plus vieille que la vôtre, hein, si je vais à ma première... hein, c'est plus vieux que vous. Bon, d'accord. Il y en a qui vont dire, elle est complètement dingo celle-là. Ah non, si j'étais... Vu que j'étais en haut, ben, je suis bien plus vieille qu'eux. Je suis une âme beaucoup plus vieille qu'eux. Bon, quelque part, bah oui.
La géologie nous enseigne sur les multiples cataclysmes ayant marqué la planète et détruit une partie des espèces animales primitives comme les dinosaures. Elle place la fin de l'âge de glace en 14 000 et 9 000 avant Jésus-Christ. Si une civilisation avait évolué à cette période, les hommes et les femmes, mammifères fragiles, auraient également disparu dans cette terrible catastrophe. Quoi qu'il en soit, les survivants se sont dispersés aux quatre coins du monde pour le peupler et pourquoi pas retourner à une certaine forme de vie primitive. Mu, la mu, M-U, avec un accent chinois sur le U. La légende raconte que ce peuple aurait vécu il y a environ 78 000 ans sur un continent aujourd'hui disparu, souvent confondu avec la Limurie. Ah, c'est pas pareil. Moi, je confondais aussi, tiens, Wally. Wallo, hein, je me confondais. Ce continent aurait disparu dans une succession de tremblements de terre particulièrement violents à une période d'inversion des pôles magnétiques. Ben, on va en avoir un, hein, probablement. À ce qui paraît, hein. Maintenant, vas-y, hein. Moi, je dis ce que j'ai vu, hein. Réputé. Tout comme la civilisation atlante pour avoir développé une technologie de pointe, la civilisation de Mu aurait bâti d'incroyables monuments gigantesques d'une surprenante perfection architecturale. Non, c'est pas vous les Mu qui avez fabriqué les murs géants. Ce sont les anges. C'est encore les anges qui ont fait ça. Les archanges de là-haut, là. L'histoire de Mu est découverte par James Durward. Non, j'ai pas le droit de dire son nom. Il est mort. Ah, bah, il est mort en 36, donc il va pas me faire. Non, il va pas me faire un truc de tribunal. Pour mec, qu'il ait encore des descendants. Dans son ouvrage, Le continent perdu de Mu, publié en 26, il y raconte que cette histoire lui a été transmise par un prêtre indien qui lui montra également des tablettes rédigées en Naga Maya, une langue et une écriture dont seuls les anciens Indiens avaient la connaissance et la mémoire. Dans son livre, Surwar précise que le peuple Nakaal peuplait ce continent entre 50 000 et 12 000 ans environ. Cette disparition correspond à la période de l'extinction des dinosaures. Sur ce continent, il n'existait qu'une seule langue. Chaque habitant recevait une solide formation dans des domaines physiques, mathématiques, ainsi qu'une formation approfondie à divers métiers. Ce peuple semblait donc prospère. Les points communs entre l'histoire de Mu et l'Atlantide sont particulièrement frappants et semblent confirmer qu'une civilisation antérieure et nettement plus évoluée que les Égyptiens ou les Mayas a bien existé. Ben oui. L'étude des civilisations anciennes et les découvertes archéologiques récentes ne confirment aucune théorie et beaucoup de doutes planent. En 2005, l'anthropologie est déstabilisée par la découverte en Afrique de restes d'Homo sapiens datés de 195 000 ans. Les recherches continuent et certaines espèces espèrent toujours pouvoir découvrir la preuve irréfutable de l'existence d'une civilisation aussi ancienne. Des scientifiques ont récemment découvert en Éthiopie des traces d'une civilisation humaine datée de plus de 14 000 ans. Ce serait une preuve supplémentaire de l'existence d'une civilisation antidiluvienne et plus évoluée. Voilà, j'ai encore 2 minutes et des poussières. Mais j'ai fini celui-là. Après, ce sera la tradition primordiale. Voilà. Il existe une tradition philosophique commune à de nombreuses cultures aux quatre coins du globe. Depuis les temps les plus reculés de la civilisation, nos ancêtres ont instauré des rituels, des coutumes et des fêtes fixes qui se sont multipliées et perpétuées au fil du temps. Bon, bah, je vous ferai ça plus tard, hein. Voilà, je vous embrasse, soyez toutes bénies. Voilà, les frères et sœurs, les amis, et puis je bénis aussi mes ennemis. Voilà, je suis contente, j'ai fait ma vidéo. Yes. Oh, j'ai l'oreille gauche qui sonne. Oh, c'est pas très gentil de dire des mauvaises choses sur moi, là. Oh là là, ferme-la, toi, hein. Ouais, non, non. Non, non, c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit du mal de moi, là. Enfoirasse. Bah, c'est ce que tu dis, hein, enfoirasse. Tu m'as traité d'enfoirasse. Fuck. Oh la vache. C'est bien, hein, Seigneur, hein. C'est vachement bien comme truc. Ouais. Il y a un drôle de machin qui est passé dans le ciel tout à l'heure. Ça faisait un boucan d'enfer, hein. J'ai pas pu le voir, j'étais dans le garage. Sinon, le temps que j'aille voir à la porte, je dis bon, bah s'il y en a un qui me voit, un voisin, il va peut-être me dénoncer. Alors bon, bah voilà.
Je suis sorti prendre mon courrier avant. Et puis voilà. Les gens sont cons, hein, c'est comme ça. Hein. Bon, excuse-moi. Hein.